La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Stéphane, c'est Louis-Marie Valin. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Économiste à l'Observatoire du Sport Business. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Les Jeux Olympiques d'hiver vont débuter demain en Italie. Ils se termineront le 22 février prochain. Ce type d'événement, en général, coûte moins cher que les Jeux d'été, mais ils sont systématiquement déficitaires. Sur le plan économique, en quoi est-ce que les Jeux d'hiver sont différents des Jeux d'été ? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Jeux d'été sont beaucoup plus complexes à organiser parce qu'il y a beaucoup plus d'épreuves. Les Jeux d'hiver, forcément, ça tourne autour du ski, donc c'est un petit peu différent. Ils sont différents dans l'idée que forcément, vu qu'on est à la montagne, tout est plus compliqué, tout est plus onéreux. Bien évidemment, il y a moins de monde qui va se déplacer, il y a beaucoup moins de revenus qui vont être en face aussi. Mais ce qui va surtout être différent, c'est que ce qu'on va organiser, ce sont des sports qui parfois n'ont pas de pérennité économique. Concrètement, si on organise de la natation à Paris, il y a un bassin olympique qui va servir ensuite, qui va pouvoir être utilisé. Là, c'est sûr que on a des pistes de bobsleigh, on a des sautoirs de saut à ski qui sont un petit peu moins utiles à long terme. Voilà, qui sont difficilement réutilisables. Est-ce que du coup, ça aurait davantage de sens, de votre point de vue, d'organiser les Jeux au même endroit, par exemple, 4 ou 5 sites au niveau mondial, et puis on effectue une rotation ? Alors, ça pourrait être une idée. De mon point de vue, c'est pas forcément une idée brillante pour plusieurs points. Déjà, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on utilise un tremplin de saut à ski tous les 4 ans, c'est pas pour autant qu'on le rentabilise pendant les 4 ans qui auront d'intervalle. Et surtout, en fait, finalement, ce qui est intéressant pour les Jeux, c'est que c'est l'opportunité pour les régions, pour les collectivités, d'investir massivement à intervalles réguliers pour mettre à jour leurs infrastructures. C'est-à-dire les routes, les transports en commun, des choses comme ça ? Bien évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 types de budgets dans les Jeux. Il y a le budget d'organisation, où on va avoir vraiment toutes les problématiques de sécurité, les organisations de cérémonies d'ouverture, de fermeture, toutes ces choses qui sont uniquement liées aux 15 jours de compétition. Et là, la note est quand même assez salée. On parle d'un budget d'organisation pour les JO de Cortina qui sont autour d'1,7 milliard, pardon. Avec un énorme budget sécurité qui est de plus en plus lourd. Ah, ça, c'est sûr qu'avec les problématiques de sécurité qui sont bien plus importantes que celles du siècle dernier, évidemment, c'est un budget qui a explosé. Mais à côté de cela, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce budget, il est principalement pris en charge par le CIO. À savoir que cette année, le CIO va investir près d'1 milliard dans les JO de Cortina. Donc, cette note, elle est principalement prise en charge, sachant qu'en plus, ils attendent à peu près 525 millions de sponsoring. Donc, la note est quasiment à l'équilibre, sans même compter les recettes que vont générer ces Jeux. Donc, ils peuvent être à peu près à l'équilibre. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder le budget véritablement d'infrastructure. Là, l'État italien a investi près de 3,5 milliards pour justement refaire les routes, refaire toutes les infrastructures des domaines skiables. Et ça, c'est un investissement qui, de toute façon, à moyen terme, aurait dû être porté par les collectivités. Les Jeux Olympiques de Paris avaient été organisés en partie sur des infrastructures provisoires. Est-ce que ça aurait du sens de le faire également pour les JO d'hiver ? Pourquoi pas ? Après, il faut voir les considérations techniques. Alors là, je suis pas architecte, donc je ne rentrerai pas dans ces considérations-là. Mais effectivement, c'est important de se dire que on peut concrètement avoir des espaces qui sont montés et démontés uniquement pour les Jeux. Est-ce que c'est possible pour des pistes ? On parle toujours des mêmes sports. C'est la grande polémique en Italie, le Slider Center, où il va y avoir le bobsleigh, la luge, le skeleton, qui ont du mal à être rentabilisés. C'est sur ces questions, sur ces infrastructures-là qu'on pourrait se poser les questions. Les Jeux Olympiques, c'est aussi l'occasion de parler du financement des athlètes. En France, il n'y a pas de statut d'athlète de haut niveau. Ils sont soutenus financièrement par l'État, mais de manière indirecte. Alors, c'est un petit peu différent. Effectivement, il y a un statut d'athlète de haut niveau, donc qui est différent de celui des sportifs professionnels. Voilà. On est sur 2 choses tout à fait différentes. Les sports professionnels, ce sont ceux qui ont un écosystème suffisamment stable pour rémunérer leurs athlètes. Et les sportifs de haut niveau, c'est un statut justement défendu par l'État et créé par l'État, donc avec l'INSEP, toutes ces structures-là qui permettent de former des athlètes qui vont représenter leur pays. Mais il n'y a pas de revenus dédiés aux athlètes de haut niveau. Exactement, ils n'ont pas un salaire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les athlètes de haut niveau, qui ne sont pas des sportifs professionnels, eux vont gagner de l'argent par rapport au prize money, ce que leur sport génère. Et il y a des sports qui génèrent très peu d'argent. On parle de sport d'hiver, intéressons-nous au biathlon, qui est un sport d'hiver qui marche très bien en France, qui a des très bonnes audiences, dont on parle beaucoup. Si je prends la numéro 1 mondiale, Lou Jean Monod, l'an dernier, elle a généré en prize money, donc ce qu'elle génère en termes de gains, tout simplement, et ce qu'elle génère en termes de gains quand elle gagne des courses, c'est-à-dire quand elle gagne pas de courses, elle gagne pas d'argent. Elle a généré 115 000 euros de revenus. Or, un athlète, ça coûte énormément d'argent. Son fonctionnement, parce que ce sont des sports nomades, ils passent d'une station à une autre,
en permanence d'un pays à un autre pour faire leur compétition. S'entraîner, un coach, un kiné, Bien sûr. Et des lieux pour s'entraîner. Voilà, ça coûte à peu près 100 000 euros. Donc c'est des athlètes qui, même la numéro 1 mondiale, est difficilement à l'équilibre. Alors bien évidemment, en France, tous ces frais sont en majorité pris en charge par l'équipe nationale. Mais le fait que les athlètes ne soient pas accompagnés financièrement de la même façon d'un pays à l'autre, est-ce que ça joue sur les chances de réussite ? Est-ce que ça veut dire que la compétition se joue également sur le terrain financier ? Bien évidemment. Oui. Ne soyons pas naïfs, la réalité c'est que ce sont les grands pays, les grandes économies qui vont truster les podiums. Tout simplement parce qu'ils ont les moyens d'accompagner leurs athlètes. La France, on dit souvent que la France n'est pas un pays de sport, et c'est vrai que culturellement c'est un peu le cas, mais en tout cas la France ne ménage pas ses efforts en termes budgétaires pour accompagner ses athlètes et les amener au plus haut niveau, et on le voit d'ailleurs sur les tableaux de médailles régulièrement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement aujourd'hui, les sponsors privés viennent plus à accompagner nos athlètes. Ça, c'est un vrai enjeu, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard. Lors des JO de Paris, beaucoup d'entreprises, justement, nous expliquaient qu'elles étaient très liées aux valeurs du sport, l'engagement, la discipline, la résilience. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Est-ce que réellement, elles s'engagent aux côtés des athlètes ? C'est toujours assez ponctuel. Faut pas se mentir, il y a eu un grand effet d'annonce, il y a eu beaucoup de buzz autour des JO avec ces grandes entreprises qui se sont mobilisées. Peut-être moins qu'ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a vu que au JO de Londres, ça va être encore plus massif. Mais il ne faut pas désespérer, il y a quand même un mouvement qui s'est mis en œuvre. On voit qu'LVMH aujourd'hui investit dans le sport, c'est quand même une grande première et c'est assez rare. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit que des entreprises aujourd'hui vraiment se mettent à investir dans le sport. Dernier exemple en date, autour des Jeux d'hiver, Björg, qui est une entreprise française comme son nom ne l'indique pas, et qui aujourd'hui a décidé de monter un team autour du ski et sur du moyen terme. Donc c'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce que les investisseurs hésitent ? Est-ce qu'il y a un risque élevé d'investir ou d'accompagner financièrement un sportif ? Bien évidemment, le risque, il est que le sport, par définition, bien c'est quelque chose d'incertain. On ne sait pas ce qui va se passer. Je reprends mon exemple avec Björk qui a décidé d'accompagner Lou Jean Monod, Justine Bréza. Imaginons qu'une de ces athlètes, la veille des Jeux, se blesse et n'offre aucune visibilité à la marque pendant les Jeux. Ou alors qu'une de ces athlètes décide de faire un enfant et donc elle va être absente pendant 1 an et demi. Ou qu'elle soit éclaboussée par une affaire de dopage, ça peut arriver aussi. Oui, bien évidemment. Alors là, on est dans deux choses différentes, effectivement. On a déjà l'incertitude par rapport aux résultats sportifs, mais on a aussi une incertitude potentiellement par rapport à l'image à laquelle on veut s'accoler, parce que c'est le but d'un sponsor, c'est d'avoir un retour sur investissement. On n'est pas dans le mécénat. Ils sont là pour gagner quelque chose et donc aller capter les valeurs des sportifs. Merci beaucoup Louis-Marie Vanin, économiste à l'Observatoire du Sport Business. Merci à tous les deux Stéphane, vous revenez demain à 6h, pourquoi pas en survêtement, ça changerait un peu. Si nous parlions français, en combinaison de ski. On va retrouver Karine Dijoux dans un instant et juste après les coulisses de la politique, Marcelo Westfred qui nous explique comment le Rassemblement National est inquiet pour son candidat à Paris dont la campagne a du mal à décoller. Radio Classique.